1857, en Inde, une simple cartouche de fusil va faire trembler l'Empire britannique. Parti d'une garnison de Sipahs, ces soldats indiens au service de la Compagnie des Indes orientales, la révolte s'étend comme une traînée de poudre, embrase une grande partie du pays, fragilise le pouvoir colonial et révèle pour la première fois une forme singulière de résistance. La révolte des Sipahs apparaît comme un événement important de l'histoire coloniale et l'un des exemples les plus probants de rébellion. Au XIXe siècle, la Compagnie des Indes orientales règne en maître sur le sous-continent indien. Ses armées protègent les comptoirs de Bombay, Calcutta et Madras, imposant l'autorité britannique sur des millions d'Indiens. Mais cette puissance repose sur un paradoxe. L'Empire britannique en Inde tient grâce à ses soldats indiens mercenaires. On les appelle les Sipahs, du mot persan sipahi, le soldat. 230 000 hommes, hindous ou musulmans, servent alors sous les ordres de 45 000 officiers européens. Ces soldats portent les uniformes militaires des occupants. Ils utilisent les armes anglaises et obéissent à une discipline inspirée des méthodes occidentales. Mais ils restent hindous ou musulmans, attachés à leurs traditions religieuses et sociales. Dépendant de leur solde et des pillages, ils ont besoin de la guerre pour vivre et maintenir leur rang. Depuis des années, le malaise grandit. Les promotions sont réservées aux Européens, les soldes inégales, les officiers arrogants. Surtout, les réformes imposées par Londres heurtent de plein fouet les traditions religieuses. Interdiction du bûcher des veuves, autorisation du remariage, propagation du christianisme par des missionnaires zélés. Dans une société fondée sur le sacré, ces changements paraissent sacrilèges. Depuis la fin de la guerre anglo-afghane de 1842, le désœuvrement s'installe et les butins de guerre se font rares. La suppression des primes versées aux troupes du Bengale est vécue comme une trahison. Puis vient la loi de 1856. Désormais, tout soldat doit accepter de servir outre-mer. Pour un brahmane ou un rajpout, quitter l'Inde, c'est rompre avec sa caste et perdre son identité. Beaucoup refusent, d'autres obéissent à contre-cœur. Le lien de loyauté se fissure. D'autant que la Compagnie des Indes orientales se fait de plus en plus spoliatrice. Nombre de Sipahs viennent du royaume encore indépendant d'Awadh. Mais en 1856, ce dernier vestige d'autonomie est confisqué, son vizir déposé, son armée dissoute. 30 000 soldats sont dispersés, autant d'hommes en colère, qui fourniront bientôt le corps de la rébellion. C'est alors qu'arrive le nouveau fusil Enfield. Ces cartouches sont enduites d'une graisse supposée faite de bœuf ou de porc. Pour les charger, il faut mordre le papier avec les dents. Un geste banal pour les Anglais, impensable pour un hindou pour qui la vache est sacrée, ou pour un musulman pour qui le porc est impur. Au départ, les refus sont isolés. Le 19e régiment d'infanterie du Bengale se rebelle. Une commission d'enquête est ouverte et le régiment est dissous pour insubordination. Le lendemain, le 29 mars 1857, Mangal Pandey, du 34e régiment cantonné à côté du 19e, tire sur son officier. Il est arrêté, exécuté, et son nom devient celui que l'on donne aux rebelles, les Pandey. Mais cette répression isolée n'empêche pas la rumeur de se répandre comme un poison. Les Anglais veulent souiller les castes et convertir les soldats de force. L'affaire prend feu à Meerut, près de Delhi. 425 Sipahs refusent d'obéir. Ils sont condamnés à 10 ans de prison, entravés par les fers. Le lendemain, leurs camarades se soulèvent, libèrent les prisonniers, tuent leurs officiers, incendient la garnison, puis ils marchent sur Delhi. Ils entrent de force au Fort Rouge, la résidence de Bahadur Shah II, le dernier représentant de la dynastie des empereurs moghols, âgé de 82 ans. Porté par la foule, il consent à prendre la tête de la révolte. En quelques semaines, toute la plaine du Gange s'enflamme. On déserte les garnisons, on pille les bureaux gouvernementaux et on s'en prend aux administrations. L'Inde du Nord se couvre de peur et de fumée et le commandement en chef des armées est pris au dépourvu, ne disposant ni de troupes ni de moyens logistiques nécessaires. À Kanpur, dans l'actuel Uttar Pradesh, le drame atteint son paroxysme. Ralliés à Nana Sahib, héritier marathe en quête de revanche, les Sipahs font le siège de la ville pendant plus de 3 semaines. Retranchés dans la résidence sous le commandement du général Wheeler, les Britanniques pensent obtenir la vie sauve en se rendant. On leur promet de pouvoir rejoindre Calcutta. Mais au moment d'embarquer, les hommes sont abattus sur les rives du Gange.
Les femmes et les enfants sont conduits dans une maison, appelée Bibigar, la maison des femmes. D'abord envisagés comme otages, ils deviennent les victimes d'un massacre ordonné par Nana Sahib, inquiet de l'avancée implacable des troupes britanniques de Havelock et Neil. La tuerie est si terrible que les soldats eux-mêmes hésitent. On fait alors appel à des bouchers, armés de machettes, pour achever le travail. Mais depuis mai 1857, Lucknow est devenu le cœur battant de la résistance. Capitale de l'Oud, récemment annexée par les Britanniques, elle incarne la fierté et la revanche. Des milliers d'Indiens, hommes et femmes, se joignent à la rébellion, menée par la Begum Hazrat Mahal, veuve du dernier Nabab. Après un long siège, les insurgés parviennent à prendre le contrôle de la ville au prix de combats acharnés. Le résident britannique Henry Lawrence meurt lors des premiers affrontements. Plus au sud, dans le centre-nord de l'Inde, au cœur de la principauté de Jhansi, surgit une figure emblématique, Rani Lakshmi Bai. Reine veuve d'un petit royaume récemment annexé par les Britanniques, elle incarne la dignité blessée de l'Inde. D'abord simple observatrice des mutineries, elle s'engage peu à peu dans le combat jusqu'à faire cause commune avec les insurgés. Refusant de céder son trône, elle prend la tête d'une armée reconstituée, forte de nouvelles alliances. À cheval, sabre en main, elle mène ses troupes au combat. En juin 1858, encerclée près de Gwalior, elle meurt en combattant. Sa mort devient le symbole d'une Inde qui refuse l'asservissement et son nom, l'un des plus vénérés de la mémoire nationale. Si la révolte est violente, la répression l'est tout autant. Hors de question pour les Britanniques de faire preuve de la moindre mansuétude, surtout après les massacres de Cawnpur. Là, la vengeance devient un rituel. Les suspects sont fusillés, pendus ou attachés à la bouche des canons avant que l'on tire, pulvérisant leur corps. À Bénarès, à Allahabad, puis à Cawnpur, le colonel James Neal mène les représailles avec une cruauté méthodique. Mais il trouve lui-même la mort en septembre 1857, au moment de la reprise de Lucknow, abattu lors d'une embuscade. À mesure que les mois passent, la révolte s'essouffle, les alliances se défont, les chefs se divisent, les princes hésitent entre loyauté et prudence. Chacun se bat pour son royaume, rarement pour une cause commune. Dans le sud et l'ouest du pays, la population reste à l'écart. Il n'y a ni commandement unifié, ni plan d'ensemble, seulement des foyers isolés, courageux, mais condamnés. Face à eux, les Britanniques disposent d'une armée réorganisée, disciplinée, soutenue par des troupes venues d'Europe et des régiments restés fidèles. Peu à peu, la rébellion se brise sous le poids de la répression et de la puissance coloniale. Sous les ordres des généraux Havelock et Campbell, les Britanniques reprennent leur position. Des milliers d'hommes sont exécutés, souvent sans jugement. Les villages soupçonnés d'avoir aidé les rebelles sont incendiés, les terres confisquées. La vengeance devient un système et la peur un instrument de domination. En septembre 1857, c'est à Delhi de tomber définitivement. Le vieil empereur Bahadur Shah II est capturé, jugé pour trahison et exilé à Rangoon en Birmanie. Ses fils sont abattus sans procès. L'empire moghol s'éteint et avec lui un monde ancien. En juillet 1859, le gouverneur général Lord Canning proclame la fin de la révolte. L'Inde est exsangue. Des provinces entières ont été dévastées, des millions de paysans sont plongés dans la misère, et pourtant sous les cendres une idée nouvelle germe, celle d'une nation encore diffuse, mais bien vivante. Après la révolte, tout change. La Compagnie des Indes orientales est dissoute. L'Inde passe sous le contrôle direct de la couronne britannique. La reine Victoria promet de respecter les coutumes et les religions, d'accorder le pardon, sauf aux meurtriers d'Européens. En réalité, c'est une ère nouvelle qui débute, celle du Reich britannique, un régime autoritaire, méfiant et paternaliste. L'armée est réorganisée. Les Britanniques réduisent le nombre de soldats indiens, divisent les régiments par caste et par religion. Désormais, plus question de fraternité entre hindous et musulmans. Pour les Britanniques, 1857 restera la mutinerie des Sipahs, un épisode de désordre réprimé, lié principalement à un malentendu religieux et culturel, avec les cartouches utilisées dans l'armée. En réalité, la contestation dépasse bien ce cadre. Pour les Indiens, c'est bien plus. La première guerre d'indépendance. Une défaite, certes, mais une défaite fondatrice. Aujourd'hui, les manuels scolaires indiens définissent la révolte des Sipahs comme le point de départ du mouvement national. Les figures de Bahadur Shah II ou Mangal Pandey sont considérées comme des héros patriotiques, tandis que dans les villes du nord de l'Inde, des statues et mémoriaux se dressent. Les historiens ont plutôt tendance à minimiser le caractère national de la révolte.
tant l'effacement des civils est souvent manifeste dans les insurrections, tout comme l'est celui des régions du Sud et du Centre qui n'ont pas participé au mouvement. Il n'en reste pas moins que la révolte des Cipayes est un moment fondateur où l'idée d'un combat commun pour la liberté commence à émerger. La révolte des Cipayes s'inscrit dans la longue histoire des soulèvements contre les empires coloniaux, britanniques comme français. En Inde, elle reste gravée dans la mémoire collective comme le premier grand sursaut contre la domination étrangère. Un demi-siècle plus tard, une autre forme de résistance naîtra, celle de la désobéissance civile et de la non-violence, incarnée par Gandhi.